Calendars packed like a sardine can. Juggling chaos with too many plans. Paso, the old El Paso. Un petit goût de Mexique directement dans votre assiette? Plus besoin d'aller très loin. En tout cas, à en croire la pub. Quand on prépare un mexicain, de faire des trucs faciles, de manger avec des amis sans passer des heures à cuisiner avant. Stéphanie et Patricia organisent justement ce soir un petit repas. Au menu, des tacos. Une recette simple et très appréciée au Mexique que l'on a un peu adaptée en Europe. Vous verrez que quand on confectionne les tacos, on met la viande, la crème maigre, le fromage, la salade, les tomates. Et le citron va servir pour pimenter un petit peu le yaourt. Les industriels ont flairé une bonne affaire et développé toutes sortes de produits pour vous mâcher le travail. Bah, tu vois, là, ils ont du guacamole déjà prêt. Je sais pas, j'ai jamais goûté. Hein. Bah, vas-y, prends-en un et puis on goûtera. Comme ça, on verra la différence entre celui qui a Sauce, épices, on vous livre tout clé en main. au chili. On trouve désormais des dizaines de galettes de toutes les tailles et de toutes les formes. Les tacos ont toujours été là. Il y avait une taille de blé et c'est tout. Et les corbeilles n'existent pas. La gamme a bien augmenté. Ah, jalapeño. Hein? Jalapeños sur les... quand on met au four, ça y est, obligatoire. OK. Jalapeños. Pour le marché européen, ces produits sont fabriqués en Espagne. Certains sont suremballés et plutôt chers. Vraiment, ça, c'est pour les 5 francs 80 pour ce paquet de 8 petites corbeilles. 6 francs 90 pour les kits de 8 galettes, quelques épices et une petite sauce. Et poulet et soja. Parfait. On y va? Oui. OK. Patricia et Stéphanie ont rempli leur caddie de produits plus ou moins familiers. Elles ont payé 122 francs 50 pour 6 personnes. Il ne reste plus qu'à tout préparer. Merci. Vous êtes prêts? Voilà, merci. Alors, Ce côté convivial où chacun se fait son mixte, je sais pas d'où c'est qu'on tient ça en fait. En tout cas, moi au Mexique, j'ai pas vu de... C'est quoi, c'est plutôt un style... Ah ouais, là c'est un style mexicain, je sais pas pourquoi on dit que c'est mexicain, parce que bah c'est... un peu européen, je sais pas, Je sais pas. Alors, nos fameuses soirées faritas, authentiques ou pas? D'où viennent ces produits et comment ont-ils débarqué dans nos supermarchés? Nous en avons apporté quelques spécimens à Juan Flores Senderas, parce qu'il est historien économique à l'Université de Genève et parce qu'en plus, il est mexicain. J'achèterai jamais ça. Jamais. Bah, c'est très fake, non? Je reconnais les tortillas comme concept, mais les plats en soi, c'est pas un plat que je connais. Ce type de fajita, en plus. Même les poulets qu'il y a dedans, c'est un poulet pané. On n'utilise pas des poulets panés, ou presque jamais, dans des tacos, dans la cuisine mexicaine. Les produits prétendument mexicains ont une constante, l'art du packaging. On pourrait dire qu'éventuellement, dans l'imaginaire, il y a ces desserts, ces cactus, et donc justement quelque chose semblable au taco qui pourrait représenter le Mexique, y compris les toits, la forme du toit qui est en haut. Donc là, on pourrait penser à une maison mexicaine, mais rien d'autre. C'est tout ce que je vois des Mexicains, et c'est plus les clichés qu'on pourrait avoir, hein, plus que vraiment les concepts en soi. El Paso, c'est le nom d'une ville. Ça sonne très mexicain, mais non. Elle se situe de l'autre côté de la frontière, dans l'État du Texas. Alors, le Texas, à la base, fait partie aussi du Mexique. Puis, au début du 19e siècle, le Texas se sépare du reste du pays. Et après, en 1845, il devient un État états-unien. Mais il y a eu des liens qui sont restés entre le Mexique et le Texas. C'est dans cette région frontalière que se développe un type de cuisine bien particulier qui mêle tradition mexicaine et produits américains. Ce type de cuisine, il a un nom. Vous savez comment ça s'appelle?
J'ai jamais entendu parler, mais je suis sûre que... Tu crois que les Mexicains, ils coupent comme ça les tomates dans un bol? Si. Sérieux? Alors ça s'appelle comment, voilà? Si je vous dis Tex-Mex. C'est américain, quoi, une fois de plus. La cuisine Tex-Mex commence vraiment à émerger, au moins aux États-Unis. C'est le moment aussi de l'arrivée de l'industrialisation, c'est l'arrivée des chemins de fer. Une des lignes de ces chemins de fer, traverser le Texas et aller jusqu'au Mexique. Et ça, c'est le Texas Mexican Railway, Tex-Mex. L'industrie américaine se développe beaucoup plus vite que celle du Mexique. En quelques années, le Texas adapte les produits traditionnels mexicains et les met en boîte. Old El Paso, au départ, c'est une usine de conserve. Les haricots, les chilis, tout ça arrive en masse et sous forme de conserves très standardisées. Donc c'est quelque part une adaptation locale aussi au goût local des quelques traditions qu'on avait au Mexique. Je pensais en fait que c'était des haricots entiers. Et je me retrouve avec une papette. Vous mettez de la viande hachée dans les tacos. C'est aussi une recette qui vient tout droit du Texas. Au départ, pour des raisons pas forcément appétissantes. Parce qu'au Texas, il y a quelque chose qui se développe très fortement depuis l'époque coloniale et au 19e siècle, ça va encore s'agrandir. Et ça, c'est la viande de bœuf, la viande industrielle, le meatpacking. Dans cette industrie de la viande, pour utiliser tous les restes, la viande est moins bonne qualité, on commence à utiliser la viande hachée. Alors, chez nous, la viande hachée, donc au Mexique, on n'utilise pas tellement. Et on peut dire ça, pareil pour les fromages, hein, les cheddar, les types de fromages plus fondus, melted cheese, hein, qu'on appelle en anglais, qui est utilisé pour les Tex-Mex. Les produits Tex-Mex américains standardisés ont peu à peu pris le dessus sur les traditions mexicaines et ils ont conquis le monde. C'est vraiment une histoire de succès économique et un succès de brand, de marketing. Il y a plusieurs façons de les prendre, non? Et on peut décider de se dire ça c'est vraiment pas mexicain et donc on rejette. On peut avoir donc une réaction hostile. Et d'autre part, on peut prendre cela aussi comme une parodie presque, non? Une parodie sur ce que c'est la cuisine mexicaine. Après, si cette consommation peut être aussi une porte d'entrée pour développer une curiosité de ce que c'est la nourriture mexicaine, pourquoi pas? Lundi matin tôt, dans un restaurant genevois. Raphaël est déjà en cuisine. Il va préparer le mole, un plat mariné à base de poulet typiquement mexicain. Ce restaurant, il le tient avec son beau-frère Anthony. Avant de se lancer, ni l'un ni l'autre ne connaissait ce genre de recette. On a été amené à faire de la cuisine mexicaine par opportunité et par passion de vouloir raconter des traditions et faire de la vraie cuisine mexicaine comme on n'avait pas vraiment l'habitude de voir en Europe. Dans ce mole, il y a 28 ingrédients. C'est l'une des 10 farces à tacos proposées par le restaurant. Pour être au plus proche du goût original, Raphaël doit choisir soigneusement ses ingrédients. Tous les produits mexicains sont importés directement du Mexique parce qu'on ne les trouve pas en Suisse. Les piments, le cactus, les tomatillos, le chocolat. Alors le chocolat, on en trouve en Suisse, mais c'est pas le même. Et si on veut vraiment coller le plus près de la cuisine mexicaine, il faut avoir des produits vraiment très mexicains. Le mole est une recette ancestrale qui viendrait de l'époque des Mayas. Alors cette sauce au Mexique, dans certains endroits, ils la font cuire pendant des années. Ils font juste la rallonger, donc remettre des ingrédients à l'intérieur. Mais c'est une sauce qui cuit qui peut cuire pendant des années. Barbacoa, tinga, carnitas, chicharron. Les farces à tacos à base de porc, bœuf ou poulet demandent toutes des heures de cuisson et pas mal de savoir-faire. Ce qui me surprend le plus dans la cuisine mexicaine, c'est la variété des choses qu'ils font. Le mélange des épices est très intéressant. Des mélanges comme le mole ou du chocolat dans une sauce, ça pourrait paraître complètement bizarre. Ce côté sucré-salé qui est très intéressant. Ce côté générosité aussi est très... et je pense primordial dans la cuisine mexicaine. Alors, le côté
gras, acide, viande, et quand tout ça est mélangé, c'est une explosion de saveurs en bouche. Cette recette de mole, comme toutes les autres à la carte, ce n'est pas Raphaël qui l'a élaborée. Pour rester authentique, son beau-frère et lui voulaient une personne du pays. C'est ici, à Carouge, que travaille celle qui a accepté de leur confier les secrets de ses recettes. Alma est en Suisse depuis plus de 30 ans. Avec son mari Gérard, ils ont fondé cette petite entreprise de fabrication de tortillas. Mes recettes, c'est tout ce que j'ai été habituée à manger quand j'étais petite, depuis mon enfance. Donc j'ai des recettes qui viennent du nord du Mexique, de l'état de Sonora, de Sinaloa, de Nayarit et de Jalisco, où habite ma famille. Le poulet, il peut être avec des piments fumés, ça peut être aussi avec la chiote, que c'est un condiment qui vient du sud du Mexique, c'est une petite graine qui donne le goût. Chaque viande, il y a des différentes épices, c'est très bon. Alma et Gérard produisent plus de 10 000 tortillas par semaine, la moitié au blé, l'autre au maïs. Ils en font même au maïs bleu. Très peu de gens connaissaient la cuisine mexicaine à l'époque. Je disais à chaque fois, qu'est-ce que je pourrais donner pour manger un taco? Donc j'ai dû la faire et faire connaître aux gens. La fabrication des tortillas commence par la séparation de la grosse boule de pâte qui sort du pétrin en 36 petites pièces. Alors c'est de la farine de blé avec de la graisse végétale, de l'eau et du sel. Tout est naturel, il n'y a absolument rien de chimique. Tout est fait maison. Pour produire les tortillas de blé, ils utilisent cette machine d'un autre temps un peu capricieuse. Alors la pâte, une fois qu'elle est transformée par la diviseuse en petites boules, ces boules sont mises sur le plateau défilant, elles tombent sur la plaque, elles sont écrasées. Ici, selon la pression et la chaleur, ça fait des tortillas de différentes tailles. Une fois qu'elles sont ici, elles tombent 2 fois pour être bien cuites. Et cette machine est assez compliquée parce qu'elle vient du Mexique, on doit faire des réglages permanents et c'est vraiment une galère à faire ces tortillas. Ces galettes peuvent sembler petites, mais c'est tout à fait normal. Au Mexique, on mange des petits tacos et on peut prendre 2 de chaque farce. Pour finir, on mange 5, 6 ou voire plus, ça dépend de la taille. Mais oui, effectivement, on peut manger des tacos de différentes choses, chacun son envie et ses goûts. Les tacos au Mexique, c'est une religion. Donc on ne peut pas vivre sans tacos. Impossible. Tortillas, tacos, fajitas, c'est sacré au Mexique. Et ces noms vous parlent sûrement. Mais l'arrivée des produits industriels a semé un peu la confusion dans le vocabulaire. Donc on commence pour fabriquer la tortilla. Donc avec la tortilla, c'est comme le pain. Avec la tortilla, ça change de nom par rapport à la farce qu'on met. Si on met du fromage, ça devient une quesadilla. Donc queso, edilla, tortilla, quesadilla. Après, si on met de la viande ou bien de la purée d'haricots ou n'importe dedans, on la plie et ça devient un taco. Et les fajitas? Et les fajitas, non, c'est aux États-Unis qui ont sorti le nom des fajitas, mais normalement, c'est une viande sautée avec des légumes et on farcit. On se fait un taco de fajitas. Les galettes d'Alma et Gérard sont expédiées dans toute la Suisse romande, notamment à plusieurs restaurants mexicains. Et on les retrouve ici, chez Raphaël et son beau-frère Anthony. Tous les soirs, le petit restaurant est plein à craquer. Anthony a même dû organiser 2 services. Pendant ce temps, en cuisine, tacos et quesadillas défilent. Plus de 500 galettes sont garnies chaque soir de ces différentes farces, parmi lesquelles le fameux mole. Et pour épicer le tout, Anthony a tout prévu. Tous les piments qu'on utilise pour les recettes, c'est des piments qui viennent directement du Mexique. On sert 3 sauces piquantes. Une verte qui est au tomatillo, c'est les tomates vertes mexicaines qui n'est pas du tout piquant. Vous l'utilisez comme le sel et le poivre pour accompagner vos plats. Après, on propose toujours une sauce un peu moyenne. C'est une sauce au jalapeño. Et après, une un peu plus piquante au habanero. Après, les habaneros, on les prend vraiment frais. On fait, nous, toujours la sauce fraîche. Donc après, en fonction de comment arrivent les piments, vous pouvez avoir un niveau de puissance qui est un peu différent. Donc il faut quand même y aller un peu avec parcimonie. Ça fait 8 ans que Raphaël et Anthony tentent de plonger leurs clients dans les traditions mexicaines authentiques. Pourtant, certains clichés ont la vie dure. Les principales critiques, je dirais que en fait, c'est les gens qui avaient un a priori sur la cuisine mexicaine et qui nous disaient que notre cuisine n'était pas mexicaine authentique. Typiquement que ce n'était pas des tacos qu'on servait, ou qu'il fallait absolument le servir avec du riz à la tomate. Ils demandaient de leur amener du pain avec les tacos. Ketchup, mayonnaise pour mettre avec,
que le guacamole n'était pas au goût qu'ils connaissaient. Ils avaient l'impression de connaître des saveurs qui n'étaient pas vraiment les vraies saveurs authentiques mexicaines. Avant de nous plonger dans les étiquettes des préparations industrielles, nous avons proposé à nos protagonistes une petite dégustation de quelques produits phares. Ça commence par ce petit sachet d'épices. Raphaël, ça a le goût de quoi? De sel, ça a le goût des petits morceaux de viande américains que vous mangez qui sont déshydratés. Tu sais, qui est fumé et déshydraté. Et le reste, j'arrive pas à dire. Ce goût de fumée provient d'un arôme qui n'est pas anodin et que l'on retrouve dans plusieurs de ces produits Tex-Mex. L'Union européenne a conclu que l'arôme de fumée était problématique pour la santé, dû au fait que ça pouvait endommager l'ADN et sur le long terme créer des cancers, par exemple. Donc ça a été interdit depuis juillet 2024 avec 2 à 5 ans de délai d'adaptation. Donc on peut toujours retrouver certains produits avec arôme de fumée dans le commerce pour laisser le temps en attendant aux industries de changer leurs recettes. L'arôme de fumée est facile à repérer. Il est obligatoirement indiqué sur les produits. Mais ce petit sachet d'épices nous réserve d'autres surprises. Lorsqu'on regarde plus attentivement, on voit que le premier ingrédient qu'il contient, c'est du sucre. À 4,50 francs pour 100 grammes, ça fait cher le sucre. Après les épices, on passe aux galettes. Alma, moi j'aimerais bien que vous nous goûtiez cette galette. C'est pas possible. Jamais de la vie. Jamais. Et encore moins que s'ils sont pas chaudes. Je peux pas goûter. Dios mío. Ça a le goût de quoi? Je peux pas dire. Sucre. Sucre. Farine, de l'eau. Et je sais pas quoi. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 œufs, donc 7 additifs dans ce produit qui comporte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ingrédients seulement. Les galettes ne sont pas toutes pareilles au niveau qualité. Selon les marques, elles contiennent plus ou moins d'additifs, d'eau ou de mauvaise graisse. Ça vaut la peine de bien regarder les étiquettes. Des étiquettes qui deviennent de plus en plus compliquées à déchiffrer. Au lieu des abréviations avec des E, les industriels mettent désormais les noms complets des substances, ce qui rend la lecture indigeste. Je pense que c'est pour un petit peu tromper le consommateur aussi, dans le sens où les E, vu qu'on sait qu'ils sont des additifs, ça peut faire peur aux consommateurs, alors que des noms, des appellations qu'on ne connaît pas forcément, on pourrait dire que c'est un ingrédient lambda, alors que finalement ce sont également des additifs et que c'est la même chose que les E. Dernier produit passé au crible, le guacamole. Raphaël, ça a le goût de quoi? Tout sauf un guacamole. Ça a une très forte acidité dès le début. On sent du vinaigre il y a de l'avocat, mais ça n'a pas le goût d'un vrai guacamole. La texture, c'est... je sais pas, de l'eau. De l'eau. Ouais, de l'eau. Donc là, pour le guacamole, ce que je peux constater, c'est que premier ingrédient, c'est de l'eau. Donc ça nous indique que ça va être un produit ultra transformé finalement, avec peu de densité nutritionnelle, sachant qu'un guacamole, ça devrait avoir 60 et 90% d'avocat. Donc c'est plutôt une sauce finalement verte plutôt qu'un guacamole. De l'eau? Vraiment? Nous avons demandé à Raphaël de fabriquer 100 grammes de guacamole avec les ingrédients mentionnés sur un pot industriel. Pour 100 grammes de sauce, il y a seulement 16 grammes d'avocat, 13 grammes de tomates, ah non, seulement 12, 8 grammes d'oignons, ajoutez une quinzaine de grammes de farine, amidon, purée de citron vert, huile, sel, sucre, épices, lactosérum en poudre, sirop de glucose, antioxydants ou autres additifs, et surtout de l'eau, beaucoup d'eau, bien plus que d'avocat. Une composition que l'on retrouve dans bon nombre de guacamoles industriels. Le résultat est pour le moins
liquide, incomparable avec la vraie recette mexicaine.